France Info, il est 1h33. La nuit de la tech, en direct du CES de Las Vegas, sur France Info. 1h33 à Paris, 16h33 à Las Vegas, où vous êtes Jérôme Colombin, Benjamin Vincent, en direct du CES de Las Vegas. Absolument, au Sands Expo, le hall qui abrite notamment l'Eureka Park et la French Tech. Pour cette nuit de la tech sur France Info et sur Watch.tv, un nouvel invité nous a rejoint, c'est Alexis Rollin, le directeur du marketing produit TV audio-vidéo chez Samsung. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Alors évidemment, le CES est un rendez-vous très important dans l'année pour Samsung. Qui dit Samsung dit d'abord télé, parce que vos écrans sont dans beaucoup de foyers en France et à travers le monde. Et le CES est pour vous l'occasion, généralement, de faire une démonstration technologique autour de la télé. Alors on attendait ce que vous alliez nous sortir. On pensait qu'on était à un moment de transition où il n'y aurait pas grand-chose. Et vous êtes arrivé ici à Las Vegas avec un écran géant et une nouvelle technologie. Cet écran s'appelle The Wall. Expliquez-nous de ce dont il s'agit. Eh bien, tout à fait, oui. Effectivement, le CES est une très belle vitrine pour les marques, dont Samsung, pour présenter leurs innovations technologiques. On a profité de cette édition 2018 du CES pour présenter The Wall, qui est un écran micro LED. Alors qu'est-ce que le micro LED ? C'est ni du LCD ni de l'OLED, c'est une nouvelle technologie qui permet d'avoir un affichage de chaque pixel en auto-émissif, c'est-à-dire que chaque pixel va générer sa propre lumière, sa propre couleur. Alors, c'est une nouvelle technologie d'écran, donc forcément c'est intéressant. On connaissait l'avantage du LED. Et ça nous fait un écran, mais qui est de pas être très cher. Très cher, oui. Combien d'ailleurs ? Il y a un prix ou pas ? Non, pas de prix pour le moment encore annoncé. L'OLED, c'est magnifique, mais c'est très compliqué à fabriquer et ça coûte encore très cher. Il y a beaucoup de pertes en usine. Ça a beaucoup baissé quand même. Et ça reste quand même des écrans chers. Là, quel est l'intérêt de cette technologie micro-LED ? Il y a deux intérêts majeurs. Le premier, c'est sur la durabilité, puisqu'on est sur du matériel inorganique, sur du nitride de gallium, c'est-à-dire que c'est un procédé qui ne périclitera pas dans le temps. La luminosité restera égale au fur et à mesure de l'utilisation et avec la même colorimétrie. Donc ça, pour l'usage et pour la durabilité, on est vraiment sur un procédé unique. Le deuxième intérêt, c'est qu'on n'est plus sur de la découpe de dalles classique qu'on a quand on fait des LCD ou des OLED, et qu'on n'est donc plus sur des contraintes on de voit taille. Des images d'ailleurs là, en ce moment sur Watch. Alors c'est toujours difficile de filmer un écran, mais c'est vrai que quand on est devant cet écran, c'est très impressionnant. C'est une taille d'écran aussi qui est impressionnante. Oui, 146 pouces, c'est-à-dire 3,70 m de diagonale. Exactement. C'est vous savez géant. Pourquoi cette taille-là ? Pour la petite histoire et pour cette exposition... En fait, je connais la réponse, mais allez-y Alexis. pour cette exposition, on a voulu montrer que c'était la taille moyenne d'un mur aux États-Unis dans un appartement ou une maison. Et c'était pour montrer que The Wall, c'est pas qu'un écran de téléviseur, c'est un mur entier qui peut afficher une image, un fond d'écran, un paysage. Et quand je veux regarder un événement à la télévision, je passe en mode télévision et je regarde le meilleur des contenus ou je joue à des jeux vidéo. Et alors l'écran lui-même est composé en fait de tuiles, de plaques qui sont assemblées les unes aux autres, qu'on ne voit absolument pas. Il n'y a pas de découpage. Quand on regarde l'image, elle est parfaite évidemment. Mais du coup, ça permet de faire à peu près ce qu'on veut comme type d'écran. En termes de taille, de forme, etc. Tout à fait. On est sur le premier écran modulaire au monde. C'est-à-dire que je vais pouvoir assembler un peu comme des Lego. Des dalles en fait, c'est ça. Je vais emboîter mes dalles pour faire ma taille souhaitée, pour faire ma forme souhaitée. Et je pourrais, comme chaque module est indépendant, chaque LED est indépendant, je vais pouvoir utiliser la surface que je veux. Si je veux regarder la télévision plus petit, je peux exploiter une surface un peu plus petite de mon mur. Et si je veux afficher une photo, une image, un fond d'écran, je vais pouvoir exploiter tout mon mur. Vraiment, on est sur une utilisation sans limite de cette nouvelle technologie. Alors ça fait rêver, mais est-ce que nous, les consommateurs au bout de la chaîne, on va pouvoir en profiter, ou est-ce que c'est un usage qui ne va être réservé qu'aux entreprises à des applications bien précises ? L'objectif, clairement, est de pouvoir fournir ça aux consommateurs. Bien sûr, sur un lancement de nouvelles technologies, on est sur des procédés qui sont encore assez faibles en cadence, donc encore un peu chers, mais comme toute nouvelle technologie, ça va monter en puissance, ça va monter en rendement, et cette technologie sera forcément très accessible pour les consommateurs à court terme. Ça veut dire qu'on va aller dans son magasin de télé, on va dire moi je voudrais avoir quasiment sur mesure l'écran
aux C'est dimensions envisageable sont ça mieux. Ah bah, à c'est terme comme ça qu'on peut l'envisager, exactement. L'objet téléviseur comme on le connaît, c'est-à-dire le produit que j'achète dans un distributeur, que je sors de mon carton, j'enlève les polysirènes et je pose sur mon meuble télé, Mhm. potentiellement est voué à disparaître pour être remplacé par des procédés beaucoup plus... Est-ce que je peux agrandir mon téléviseur? Je Et on- commence avec un petit, Une fois qu'on a commencé avec une un petite petit modèle, surface parce que commence- j'ai un petit budget, et on puis au commence fur et avec à un mesure 65 j'agrandis mon pouces, écran. et puis au fur et à mesure j'agrandis. Tout est possible, exactement. mais l'assemblage, c'est vous qui le faites en usine, on peut pas le faire. On va L'assem- pas le faire à la On maison. peut pas le faire soi-même. Alors au tout début, l'assemblage serait fait par des spécialistes, mais on peut imaginer que dans sa simplicité, on puisse arriver sur des modules qui vont vraiment s'emboîter très facilement dans un proche futur. Alors il y a cette technologie, cette nouvelle technologie qui est un peu la réponse de Samsung à l'OLED de votre concurrent, éternel concurrent coréen LG, qui a pris une énorme avance, il faut bien le reconnaître, en termes avec la technologie OLED. Vous vous démarquez et vous proposez donc une nouvelle piste pour les téléviseurs. Et il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est que vous commencez à nous parler, on a à peine digéré l'ultra haute définition, on commence à s'habituer à la 4K, vous nous parlez déjà de On est toujours à la téléviseurs pointe, 8K. Jérôme. Toujours on est à l'innovation. Oui, puisque les tailles de télé augmentent. Aujourd'hui, les consommateurs achètent de plus en plus de très grandes tailles d'écran, des 75 pouces. Ça a plus que quadruplé en 3 ans et ça va encore plus quadrupler dans les 2 prochaines années. On est sur une estimation à 100 000 pièces de 75 pouces et plus à horizon 2020, c'est-à-dire sur 5 millions de pièces, ça représente quand même quelque chose d'assez Donc significatif. plus un écran est grand, c'est ça qu'il faut expliquer, plus un écran est grand et plus il faut que la définition soit importante pour conserver cette impression de qualité d'image. C'est l'objectif pour pas avoir face à des pixels trop gros. Il faut avoir une définition plus précise, un piqué plus précis pour que on ait une image qui soit complètement naturelle, même à courte distance de l'écran. Et c'est là où la 8K va permettre d'améliorer cette qualité d'image, puisqu'on va passer de 7 millions de pixels à peu près à 33 millions de pixels sur ces nouvelles résolutions. Mais alors 8K, est-ce que ça voudra dire que toutes les émissions devront être tournées en 8K, tous les programmes télé, de la même manière que les chaînes de télé ont dû investir pour passer à La 4K a déjà du mal à la 4K, à passer en elle a du production. mal. hein. Est-ce que les producteurs de contenu vont devoir à nouveau changer d'équipement? Pas Vous allez les rendre Pas à fous, court là, terme, hein. forcément, il y en a qui travaillent dessus. Vous savez qu'au Japon, ils ont prévu de filmer une partie des JO de Tokyo en 8K. En 8K. Ouais, alors les Japonais sont toujours très en avance Oui. en Sur la matière diffusion, ouais. en matière de C'est vrai, diffusion mais à télé, court terme, l'idée c'est de pouvoir s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour pouvoir générer cette image 8K en partant d'une source standard, HD ou Ultra HD. D'accord, c'est ce qu'on appelle l'upscaling. hein. C'est ce qu'on appelle l'upscaling. On tout à fait. monte, on Et- augmente l'échelle. Ouais. Et justement, c'est ce que vous avez une nouvelle technologie qui permet, même en partant d'images, alors j'ai du mal à y croire, mais en partant d'images basse définition, propulse upscaler. l'image au niveau de la 8K. Oui, parce qu'on n'est plus sur un upscaling Vous êtes des mécanique magiciens, traditionnel vous n'êtes pas des constructeurs où, de télé. où je prends le pixel de gauche et le pixel de droite et je fais une moyenne des deux pour voir la colorimétrie. On est sur un upscaling qui est basé sur l'intelligence artificielle, sur une base de données Alors, assez... attendez, ça veut dire quoi très concrètement? Parce qu'une image basse définition, effectivement, si on veut l'agrandir, c'est comme si on zoomait, donc on va avoir une image floue. Parce qu'on manque de pixels, il n'y a pas assez de pixels d'origine. Et vous réinventez, vous Pas assez de fabriquez des matière. pixels. On Ouais. fabrique le pixel en s'inspirant et en se basant sur des travaux qui ont été faits sur des milliers et des centaines de milliers d'images pour que chaque situation, chaque image soit le plus fidèlement restituée. Et ça continue à évoluer dans le temps puisqu'on est sur vraiment de l'intelligence artificielle qui apprend des images qu'elle traite, c'est ce qu'on appelle le deep learning. Mais l'intelligence se trompe parfois. L'intelligence se trompe parfois, mais Est-ce qu'elle ne va pas nous sortir si je vous dis ça, c'est parce que les procédés d'upscaling, me semble-t-il, peuvent parfois être un peu trompés et donc créer des artefacts, mettre de mauvais pixels au mauvais endroit. au début oui, mais en l'orientant, en lui disant que l'upscaling était bon ou mauvais, on va pouvoir l'orienter et lui dire et lui apprendre vraiment, écoute, qu'elle puisse continuer toujours à apprendre pour vraiment avoir la meilleure restitution possible d'image. Alors voilà pour The Wall, ce nouvel écran qui est assez scotchant quand on passe sur votre stand. Pendant ce temps-là, les technologies qui nous concernent directement aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles deviennent? L'éco-technologie, aujourd'hui, l'idée de Samsung, au travers de tous ces investissements, quelle que soit la technologie de produit, est de fournir la simplicité aux consommateurs. Et c'est ce qu'on apporte aujourd'hui en connectant tous nos produits entre eux au travers de SmartThings, qui est un protocole basé sur une plateforme ouverte pour avoir mon frigo connecté à mon téléviseur, qui est connecté à mon smartphone, qui va être connecté à mes volets roulants, et pouvoir tout faire interagir entre eux.
Alexis Rollin, on en parle dans un instant. On passe de la télé à l'univers de la maison connectée, du smart et la sim. cuisine. On en parle tout de suite. La nuit de la tech en direct du CES de Las Vegas sur France Info. Et sur Watch, Jérôme Colombin. Ça continue toujours au cœur du Sands de l'Eureka Park. C'est pas tout à fait vrai, il est juste en dessous de nous. L'Eureka Park, c'est une autre zone du CES de Las Vegas. Alexis Rollin de Samsung est avec nous. On parle de télé. La télé, c'est toujours l'un des secteurs les plus présents en force au CES de Las Vegas. Beaucoup d'innovations. On l'a dit, vous présentez-vous un téléviseur de 3,70 m. Votre confrère LG, allez, désolé, je glisse son nom encore. Eux, c'est le téléviseur souple que l'on peut dérouler. Chacun a son produit waouh, son produit vitrine pour montrer tout son savoir-faire, toute sa technologie. Ça, c'est pour la télé. Maintenant, rentrons dans la maison et dans les autres pièces, notamment dans la cuisine, où il y a de plus en plus d'objets connectés également. Oui, c'est ce qu'on a commencé à faire avec les frigidaires Family Hub, qui sont des frigidaires connectés sur lesquels on a un écran. Qui permettent d'interagir avec les autres produits de la maison. Je vais pouvoir, notamment via mon smartphone, via mon téléviseur. Un exemple type, je regarde un match de foot sur mon téléviseur et je vais dire à mon téléviseur je veux voir la suite dans ma cuisine parce que je dois aller préparer mes plats pour ce soir. On va pas s'installer 2 heures devant son frigo quand même. Pas 2 heures, mais quand je suis dans la cuisine, tant qu'à faire, autant que l'image me suive. Et puis quand je reviens dans le salon, elle me reçoit dans le salon. Donc ça marche pour les infos. Ça marche pour les infos aussi. Exactement. Bien sûr. Et donc comment ça marche? Alors vous dites à votre... on sait, à qui vous parlez d'abord? On parle à qui parle-t-on? Nous parlons à l'intelligence... Qui nous écoute dans notre cuisine? Qui nous écoute chez nous? Nous parlons à l'intelligence artificielle Samsung qui s'appelle Bixby. Bixby est une intelligence artificielle qui a très évolué, qui permet plusieurs choses, qui permet de faire des actions, je lui dis quoi faire, mais qui va surtout apprendre de moi et créer des automatismes. En fonction de mes demandes, si mes demandes sont répétées, elle va anticiper mes demandes au fur et à mesure pour allumer la lumière à une certaine heure, pour pourquoi pas préparer mon café à une certaine heure. C'est votre Google Home pour faire ça. Voilà, c'est Google Alexa, Home. Ça comme ça, votre Alexa. En fait, il faut séparer la connectivité des produits et l'intelligence artificielle, qui sont deux choses assez distinctes, mais qui marchent ensemble. Et les produits connectés Samsung peuvent marcher via l'Open Platform avec des produits via le moteur Google Home ou via le moteur Alors ça, Alexa. c'est très intéressant, effectivement. Vous avez fait le constat que finalement, vous ne pouviez pas rester tout seul enfermé dans votre propre écosystème, mais qu'il fallait prévoir d'ores et déjà l'arrivée des assistants vocaux qui sont déjà là en plus, Alexa ou Google Home. C'est compatible avec ces technologies-là? La maison connectée, clairement, ne peut marcher que si pour le consommateur, c'est transparent. Parce que s'il doit commencer à se poser des questions de savoir quelle interface je dois utiliser, qu'est-ce que je dois acheter et regarder derrière l'étiquette du produit si c'est bien compatible, ça sera toujours un gadget. Il faut vraiment que tout puisse marcher tout seul. Et c'est ce que fait aujourd'hui l'industrie en se concertant sur des plateformes standards pour pouvoir faire que nos produits communiquent tous entre eux et que le consommateur, quel que soit le produit qu'il achète, puisse en bénéficier de la meilleure manière. Ça marche comment? Donc ça passe par le cloud, ça dialogue par Internet? Et c'est ça qui, effectivement, la grosse évolution, c'est le cloud. Le cloud qui permet de renvoyer les informations, de stocker l'apprentissage et de générer le contrôle de ces produits-là. Jérôme, j'en reviens juste au frigo parce que oui, Benjamin. Je me souviens il y a quelques années quand le premier frigo connecté est arrivé, je l'ai vraiment regardé en me demandant mais qu'est-ce que vient faire un frigo avec un écran dans ma cuisine? Et vous avez finalement tiré des enseignements des premières générations, ce qui fait que vous sortez, je crois, aux États-Unis dans les prochaines semaines, 16 modèles. C'est pas juste 3-4 frigos, c'est 16 frigos connectés, avec des intelligents écrans qui arrivent. Alors, je ne suis pas spécialiste des frigos au sein de Samsung, mais je l'ai entendu à votre conférence. Je les ai vus sur le stand et c'est un gros focus de Samsung suite au succès de la première génération du Family Hub. Et puis, ce troisième espace important pour vous, c'est la voiture. Finalement, l'interconnexion va se faire entre ces différents espaces. Entre tous les produits, la voiture devient connectée au travers du développement notamment de la 5G qui permet que notre voiture soit connectée où qu'on soit. Et cette interaction entre la voiture et notre intérieur peut être poussée à l'extrême. On peut imaginer, je rentre chez moi en voiture, dès que j'approche du portail, ça ouvre le portail automatiquement, ça déverrouille ma porte, je rentre chez moi, ça éteint la voiture automatiquement. Et je peux aussi envoyer le film que je regardais sur la télé et que j'ai fait passer sur le réfrigérateur, je peux l'envoyer dans la voiture? C'est pas encore conseillé tant que les voitures seront pas autonomes, mais pourquoi pas à moyen terme, on peut l'imaginer. Vous qui connaissez le CES, quel est votre sentiment sur cette édition 2018 ? Est-ce qu'on est, comme beaucoup d'observateurs le disent, encore dans une année de transition ? Vous montrez avec The Wall que vous êtes déjà un peu dans l'étape d'après, mais quand même, quel est votre sentiment global ? Est-ce que c'est un bon cru ?
Je trouve que cette année 2018 est un très bon cru CES parce qu'on a vu des innovations technologiques concrètes, du savoir-faire industriel et aussi une édition très tournée autour du consommateur sur une amélioration de la vie de tous les jours. Du quotidien, on parle de choses effectivement très réelles, hein. La maison connectée, on est complètement dans le réel. Très bien. Un nouvel invité nous a rejoint, Jérôme. Oui. C'est Alexandre Fournier, le directeur du marketing de Mobility Tech Green. Oui, c'est ça. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Bonjour à Las Vegas, bonjour à Las Vegas, bonsoir à Paris. Et Alexandre Fournier, on va vous donner la parole dans un instant. Vous êtes toujours dans la nuit de la tech en direct de Las Vegas. La nuit de la tech en direct du CES de Las Vegas sur France Info. Et sur Watch. Alexandre Fournier, directeur marketing de Mobility Tech Green. On va donc parler, comme son nom l'indique, de Green Tech. C'est une dimension très forte. Beaucoup de startups françaises sont sur ce thème de la Green Tech, c'est-à-dire les technologies au service de l'environnement. Quelle est l'activité précisément de Mobility Tech Green ? Alors, Mobility Tech Green, ça porte bien son nom, effectivement. Il y a du tech, il y a du C'est green. bien trouvé comme nom, je vous confirme. Merci, c'est gentil. Mobility Tech Green, en fait, on est spécialisé dans l'autopartage B2B. Donc, c'est-à-dire qu'on va s'adresser uniquement aux entreprises et aux collectivités. D'accord. Et on va connecter en fait les flottes d'entreprises à notre système IT pour les rendre en libre service, tout simplement. L'idée, c'est en fait de véhicules. Pardon ? Les flottes de véhicules qui sont partagées entre les salariés. C'est ça, tout à fait. Pour les déplacements pro et aussi pour leurs déplacements perso. C'est intéressant parce que ça permet de réduire en fait la taille d'un parc tout en garantissant le même besoin de déplacement. Comment est-ce que vous arrivez à réduire, à faire des économies, à être plus propre par rapport aux solutions qui sont utilisées aujourd'hui ? Alors, déjà, le véritable sens des entreprises, c'est effectivement de réduire leur empreinte carbone. Aujourd'hui, ils ont des bilans carbone à faire. Ils ont aussi un plan de déplacement entreprise à mettre en place. Donc forcément, c'est intéressant pour eux de s'intéresser à tout ce qui va être technologique, connectivité, etc. On parle de M2M, on parle aussi de 5G. M2M. Attention, on a deux lumières rouges qui s'allument là. Le M2M, c'est du machine to machine. Machine to machine. Voilà, effectivement, l'idée, c'est de se faire s'interconnecter en fait différents services. Et donc les entreprises sont vraiment friandes de ça parce qu'effectivement ça redonne du sens dans le déplacement professionnel et en plus il y a tout un côté effectivement green tech puisqu'on va intégrer des véhicules électriques dans les flottes tout simplement. Alors vous êtes basé à quel endroit ? On est basé à Rennes, alors on a des bureaux aussi à Paris, on est présent en Belgique, en Suisse, en Espagne. Et donc là, on fait notre premier CES en tant qu'exposant. Bienvenue. C'est une belle aventure, merci. Alors en tant qu'exposant, ça veut dire que vous êtes déjà venu un petit peu en espion pour voir comment ça se passait ? Oui, on a des délégations bretonnes en fait, donc ça nous permet un petit peu de visiter le CES en tant que visiteur. Et là, on a franchi le pas, effectivement, exposant, parce que le marché américain nous intéresse fortement. Bien sûr. Et votre solution aujourd'hui, on la trouve où ? Elle est utilisée par des entreprises françaises ? Tout à fait, alors pas que, aujourd'hui on équipe les 3 plus grandes flottes de France, Enedis, La Poste Orange, on est leader en Europe avec 5000 véhicules connectés dans les entreprises et aussi dans les collectivités. Et donc là l'idée c'est maintenant de s'attaquer au marché européen puisqu'on a fait une bonne levée de fonds, 5 millions d'euros cette année. Et voilà, c'est pour le développement international. Et donc on s'est attaqué à l'Espagne, on a 300 véhicules, l'Angleterre, les pays nordiques. Et là, avec ce qui se passe au CES, je pense qu'on va pouvoir faire de belles annonces. Ah, dans de nouveaux territoires ? Tout à fait, des territoires qui sont pas très loin. Ah, d'accord. On sent vos yeux qui brillent, c'est le rêve américain qui se concrétise. C'est vraiment intéressant en plus en tant qu'exposant de voir ce qu'on est à la Smart City, donc on n'est pas à la French Tech, c'est une volonté vraiment de pouvoir s'immerger. C'est une autre zone du avec CES. Les Américains, il y a beaucoup d'innovation, beaucoup d'échanges. Et notre directeur technique nous a accompagnés pour justement faire du benchmark, essayer de voir un petit peu les grandes tendances. Benchmark, donc c'est la comparaison. C'est ça, c'est essayer d'avoir une veille technologique intéressante par rapport à l'innovation et la R&D qu'on a en interne. Et la Smart City, c'est le thème de cette édition 2018 c'est l'un des thèmes, effectivement, du CES. Les villes intelligentes, la gestion des flux, des moyens de transport, de l'énergie, de l'eau. Vous inscrivez dans cette logique-là Oui. Vous êtes complètement sur ce tempo de la Smart City. On est en plein dedans, effectivement. La Smart City, c'est une vraie question, une vraie problématique aujourd'hui. On le voit bien parce qu'on a beaucoup de partenariats qui sont en train de se mettre en place justement sur des éco-quartiers, même en Chine. Là, c'est intéressant parce qu'ils ont des problématiques en fait, de pollution. Et ils mettent en place des éco-quartiers avec de la green tech, dont notamment nous, pour justement connecter les véhicules à des smart grids. Quand on connaît la définition d'une smart grid ou pas, en fait, c'est de relier des véhicules électriques aux bornes en fait, directement du réseau électrique pour pouvoir faire
des ajustements en fonction Oui, des c'est-à-dire besoins. que pour éviter qu'il y ait des pics de consommation lorsque ça. toutes les voitures se connectent en même temps, C'est ça. vous En faites fait, des échanges de... c'est ça. Dès qu'il y a une batterie disponible, en fait, il va se plugger sur la demande. Très bien. Alexis Rollin, Samsung, est-ce que vous êtes présent sur ce marché Comment vous des intégrez grandes oui, métropoles et de cette gestion intelligente de l'énergie, Et de puis surtout l'eau, etc. le green tech, ça vous parle le green tech? Oui, ça nous parle. Après, c'est pas forcément dans mon domaine, parce que moi je suis plutôt sur les produits grand public. Audio-vidéo. Audio-vidéo, télé-audio-vidéo, je suis pas là-dessus. Je sais que Samsung, dans son champ des domaines auxquels il touche, il y aborde, mais j'ai malheureusement pas tellement de détails à vous partager là-dessus. En revanche, ce qui est vrai, c'est que Samsung a aussi pris le virage des startups et de l'incubation, puisque maintenant il y a aussi chez vous une division entière qui gère des startups, je crois une quarantaine. Il doit bien y avoir dans ces 40 startups, Jérôme, Oui, mais je crois une surtout que startup qui se préoccupe de ces sujets. la dimension protection de l'environnement est aujourd'hui intégrée à la base dans la conception des appareils. Non, c'est presque devenu banal finalement d'aller vers toujours moins de consommation électrique, plus de recyclage, etc. Ah oui, c'est indispensable pour dans la conception des produits, d'imaginer des produits qui utilisent les matériaux les moins polluants, qui puissent être recyclés le plus facilement possible et qui ont une durée de vie aussi longue pour éviter des renouvellements trop fréquents. On va rester sur vos sujets, Alexis Rollin, directeur marketing produit TV audio vidéo chez Samsung. Où en est le marché de la télé? On arrive dans une année un peu importante, on a les Jeux Olympiques le mois prochain, on a la Coupe du Monde l'été prochain. Comment elle se présente cette année 2018 pour un fabricant de télé comme vous? La 2018 se présente mieux que 2017, après une année 2016 assez exceptionnelle en termes de vente, suite à deux facteurs qui sont le changement de normes de diffusion et la Coupe d'Europe de foot en France. 2018, avec la Coupe du Monde de foot en Russie, devrait permettre d'augmenter un peu les ventes de téléviseurs. On estime avec du recul qu'une Coupe du Monde permet de générer à peu près 300 000 ventes de télé divisionelles sur un marché de 5 millions de pièces, ce qui n'est Donc pas c'est un coup de négligeable. booster incroyable pour les ventes de téléviseurs. C'est un coup de booster puisque c'est l'occasion, comme mon téléviseur un peu vieillissant, que la qualité d'image n'est pas si bonne et que un peu petit, de se dire c'est à ce moment-là, voilà, je vais vivre du spectacle en grand, en Ultra HD, avec des amis ou de la famille à domicile, et donc c'est à ce moment-là où je vais profiter pour changer de téléviseur. Mais est-ce qu'il y a des bonnes affaires à cette période-là, ou au contraire c'est là où vous allez essayer de faire le maximum de marge avec des prix très élevés? J'ai envie de dire aujourd'hui il y a des bonnes affaires à faire tout au long de l'année, puisque des événements professionnels sont là tout au long de l'année, mais sur la Coupe du Monde, nos distributeurs français prennent beaucoup la parole au sein de catalogues, dans les allées des hypermarchés, avec des offres assez percutantes, assez intéressantes. Mais 300 000 écrans, c'est seulement quand l'équipe de France est qualifiée, j'imagine. Ouais, même quand elle gagne, on peut imaginer un peu plus. Ah, mais sérieusement, une Coupe du Monde sans la France, c'est quoi le différentiel pour vous? Les 300 000 sont quasiment annihilés. Vous faites pas vos objectifs là? Pas d'objectif. Une petite pensée pour mes camarades italiens qui malheureusement ne pourront pas bénéficier de cette aubaine. Et puis il y a une dimension dans votre activité, Alexis, c'est l'audio. L'audio, oui. Cette dimension de votre activité, les écrans forcément sont spectaculaires et ils attirent l'attention, mais finalement un très bel écran avec un son pourri. Ce qui est malheureusement souvent le cas, puisque les écrans sont devenus de plus en plus fins, du coup il n'y a plus de place pour mettre des enceintes. C'est technologique, c'est les limites de la caisse de résonance et du son. Voilà. Et c'est pour ça que... Comment faites-vous pour compenser ce problème? L'objectif, c'est de fournir des produits audio qui permettent d'avoir un son de très bonne qualité, notamment au travers des barres de son. Aujourd'hui, Samsung est leader du marché des barres de son en France et en Europe. On a fait d'énormes progrès en termes de qualité sonore au travers de la mise en place d'un Audiolab en Californie, pas très loin d'ici, qui a été monté par un ancien d'Harman, avant même le rachat d'Harman Kardon par Samsung, et qui ont travaillé énormément sur la qualité de son, sur des nouveaux concepts. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais des concepts qui permettent de reproduire des basses profondes, même sans question de basse additionnelle. Donc finalement, aujourd'hui, quand on achète un téléviseur, on est obligé d'acheter une barre de son avec. Vous avez réussi à nous faire passer cette pilule? Non, pas exactement, parce que le son reste bon, et quand on regarde les avis consommateurs sur les sites internet, etc., ils sont plutôt contents de leur son.
Mais pour Ah oui, avoir une ça j'en doute expérience, pas. Mais je veux dire, ils pensaient acheter un appareil, ils sont obligés d'en acheter 2. Mais c'est mieux que le système 5.1 avec 6 enceintes à relier dans. Je suis assez d'accord. On a réussi à se débarrasser tout le du salon. 5.1 avec Surtout les que- fils qui traversaient traîne tout le partout, salon. surtout qu'on peut aujourd'hui connecter nos barres de son sans fil à nos téléviseurs, donc encore un fil de moins. Une intégration plus simple dans nos intérieurs, et c'est vraiment un fer de lance de Samsung au travers de tout ce qu'on a mis en place au travers du Q-Style, de pouvoir avoir une intégration très très simple de nos produits. Est-ce que, j'avais une question vraiment de spécialiste, est-ce que les technologies comme le Dolby Atmos qu'on retrouve dans les belles salles de cinéma, est-ce que ça a un sens à la maison? Et est-ce que les systèmes, notamment que vous vendez, sont vraiment, permettent de reproduire chez soi un effet salle de cinéma sur la partie audio? Le Dolby Atmos et le DTS-X aussi de son concurrent ont permis de faire d'énormes progrès dans la spatialisation du son, et principalement à domicile, puisque le plafond n'étant pas très haut, je vais pouvoir envoyer un son vers le plafond qui va se réverber, qui va avoir une réverbération, pardon, Ouais. et qui permettra d'avoir une sensation d'être immergé au sein du spectacle. Et aujourd'hui, de plus en plus de films sont produits en Dolby Atmos, de plus en plus de salles de cinéma d'ailleurs en France permettent d'avoir du Dolby Atmos, et on peut revivre cette expérience à la maison avec des barres de son Dolby Atmos. On arrive à la fin de cette deuxième heure de la nuit de la tech, Jérôme, sur France Info et sur Watt. Je vous rappelle qu'on est ensemble pour 5 heures, jusqu'à 5 heures du matin. Jusqu'à 5 heures du française. matin en française, il sera 20h. Alors c'est amusant d'ailleurs parce que le CES commence à se vider en réalité, oui. puisque il va fermer officiellement, je crois, à 18h, Oui, c'est ça. Encore une petite heure. Et donc nous allons jouer les prolongations. Le CES qui se déroule juste derrière nous, avec ses stands qui, évidemment, on est aux États-Unis, on est à Las Vegas. C'est amusant ça, il faudrait presque en dire un mot. Le gigantisme Oui. des stands, surtout dans l'autre partie du CES, le Convention Center, on voit des choses absolument incroyables. Et sont souvent d'ailleurs les fabricants de téléviseurs qui se lâchent. Et à chaque fois, Samsung a inventé d'ailleurs des créations artistiques hallucinantes à base d'écran. Ouais. Je confirme, ça vaut le coup d'œil. Ouais. Tu sais que, Jérôme, que le CES, la construction du salon commence un mois avant l'ouverture. Ce qui est quand même une performance. Ouais, d'arriver à faire tout ça en. Alors c'est à la fois pour long. un salon qui dure 3 jours et demi. 3 jours, oui, bien sûr. Concrètement. C'est à la fois long mais court. Très bien. Il est 16h59 ici à Las Vegas, ce qui veut dire qu'il est, si je ne Presque m'abuse, 2 heures du matin. presque 2 heures du matin à Paris. On va retrouver dans un instant Emmanuel Grabet pour l'info, et ensuite ce sera, on va poursuivre cette nuit de la tech depuis les États-Unis, Las Vegas.